La campagne de pression du président Trump ne les fait pas vraiment se ratatiner ou s'effondrer, mais plutôt s'étendre et peut-être même exploser. Le conseiller principal Moshe Resai a déclaré que la guerre plus large au Moyen-Orient faisait suite à plusieurs jours de combats intenses, en avertissant que une offensive militaire à grande échelle pourrait reprendre si les frappes américaines ne cessent pas. L'Iran ne se limitera plus à des ripostes strictement proportionnées et plus aucune frontière politique ne sera sûre. Et dans d'autres messages qu'il a publiés, parce qu'il a donné une interview télévisée hier soir sur la télévision iranienne, il est allé un peu plus loin, en disant qu'il ne restait que quelques jours, 2 ou 3 tout au plus. C'était vendredi soir. Donc potentiellement, dès lundi ou mardi, l'Iran pourrait changer complètement ses conditions. Tout cela s'inscrit aussi dans un contexte où, pour toute fin pratique, les États-Unis sont revenus à un état de guerre total. Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'une semaine, le président Trump avait déclaré que le cessez-le-feu était terminé et que le protocole d'accord était en gros mort. Et il a tenu parole. Donc ces 7 derniers jours d'affilée, je n'ai pas vu s'il y avait eu des attaques, du moins pas encore ce matin. Mais pendant 7 jours consécutifs, et parfois plusieurs fois dans la même journée, les États-Unis ont frappé plusieurs cibles à travers l'Iran. L'un des gros problèmes que j'ai avec ça, c'est que tout ça ne semble pas relié à une véritable stratégie. On a juste l'impression qu'on frappe des cibles parce qu'on le peut, parce qu'elles sont visibles, accessibles et qu'on peut les attaquer. On continue d'affirmer que tout cela est lié, en particulier pour celles situées à Bandar Abbas, c'est ce qui a été dit, à des installations de missiles, de drones, à la production, au stockage et à la capacité de contrôler le commerce des armements. Et bien sûr, comme je ne cesse de vous le répéter et de vous le montrer très clairement, les moyens physiques réels de contrôle du détroit d'Ormuz du côté iranien reposent sur 6 ou 7 capacités différentes. Mais leur atout absolu, celui qui n'est pas négociable, ce sont leurs usines de missiles disséminées dans tout le pays. Celles-là, on n'y touche même pas. On ne les attaque pas. On frappe des cibles en première ligne, sur le littoral en gros, les côtes et les zones maritimes proches de l'Iran, parce qu'on peut les atteindre et qu'on peut en tirer de belles vidéos. On envoie toujours des drones pour filmer et quand la frappe arrive, tout ça c'est pour le spectacle. Ce n'est pas pour des raisons militaires. Intéressant d'ailleurs. Gary, je suis content que tu aies montré celle-là. C'est l'un des grands ponts qui a été détruit. C'est justement l'un des points sur lesquels les Iraniens avaient mis en garde. Et c'est sans doute ce qui a inspiré les propos du général Reza Ali ici. Mais vous savez, on en parle comme si c'était crucial, parce que soi-disant, c'est ce que beaucoup affirmaient. Je crois même qu'on a montré hier sur Fox News certains partisans de la guerre. Ils disaient « Ah, c'est important, parce que ça coupe la ligne logistique pour ravitailler les troupes en première ligne. » Et ainsi de suite. Et puis, quelques heures plus tard, les gens ont remarqué quelque chose. Remettez cette image à l'écran si vous pouvez, la même photo. Je veux souligner un détail. Je pense qu'on peut le voir sur cette photo. Regardez bien. Vous voyez? Ce n'est pas une rivière. C'est un lit de rivière asséché. Il y a eu d'autres vidéos aujourd'hui qui montraient des camions simplement contourner l'obstacle. Ils ont juste roulé un peu sur le côté, se sont frayés un passage et les camions ont continué leur route. Donc, en réalité, on n'a rien fait de concret, sauf que cette cible entrait dans une catégorie que les Iraniens avaient prévenue comme étant un gros problème pour eux si on la touchait. Souvenez-vous, Trump avait promis il y a une semaine environ « Moi, je peux détruire tous leurs ponts », avait-il dit. Donc, c'était un peu comme un avertissement. Non, cette fois, je suis sérieux. On a frappé des installations énergétiques, des centrales électriques. Et les Iraniens ont déclaré ces derniers jours
qu'ils avaient dû publier des avis publics pour demander à leur population d'économiser l'électricité, d'en consommer moins parce que le réseau avait été endommagé. Donc on s'attaque maintenant à ce que le président Trump avait dit, pas encore à grande échelle, mais ça va clairement dans cette direction. C'est pour ça que le camp iranien dit en gros, eh bien, j'imagine que vous ne nous croyez pas. Alors maintenant, j'imagine qu'on va voir. On va voir où tout ça nous mène. Mais ce n'est pas la seule chose que les Iraniens ont déclarée. Ils ont aussi publié, je crois que c'était plus tôt ce matin, un communiqué disant « Nous avons suspendu nos engagements dans le cadre du mémorandum d'Islamabad ». Le vice-ministre adjoint des Affaires étrangères, chargé des questions juridiques, a déclaré que les États-Unis avaient violé et suspendu tous leurs engagements dans le cadre du mémorandum d'Islamabad. Et il a ajouté « Nous aussi, nous avons suspendu nos engagements ». Nous ne les mettons pas en œuvre. Nous nous concentrons sur la défense du pays. Donc vous voyez, toute cette idée de faire semblant, de donner une belle apparence à tout ça, de dire très bien, on essaie de maintenir le protocole d'accord en vie, surtout en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Voici notre trajectoire autorisée. Si vous la suivez, vous pouvez passer. Mais si vous prenez le couloir sud, Roumanie, vous ne passerez pas. Et maintenant, ils disent, vous savez quoi, laissez tomber, on ne fait plus rien. Et en réalité, si on regarde les principales exigences du côté des États-Unis dans ce protocole, c'était le retrait immédiat des sanctions sur l'énergie. On a fait ça pendant quelques jours, puis on l'a remis en place et on en a ajouté de nouveaux par-dessus. Ce qui, soit dit en passant, constituait aussi une violation explicite du protocole d'accord. On avait promis de ne pas le faire. Aucun des fonds n'a été débloqué, ni les avoirs gelés, ni les milliards de dollars qui devaient être libérés dès le départ. Rien n'a été versé. Et bien sûr, le fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars, tout ça ne verra jamais le jour non plus. Beaucoup de choses devaient se faire dès le début, et maintenant, plus rien ne se fait. Donc, on ne respecte pas l'accord. Eux non plus. On est de retour en guerre. En réalité, on est déjà revenu à une guerre totale. Alors comprenez bien une chose, tout ce qu'on a fait à partir du 8 ou du 9 avril, quand on a eu le cessez-le-feu, puis qu'on est passé au blocus, en essayant de négocier un protocole d'accord. À ce moment-là, Trump répétait 39 fois cette phrase devenue célèbre, « On a un accord, il nous supplie pour un accord », et ainsi de suite. Finalement, on a eu cet accord. Mais quelques jours plus tard, et je vous l'ai montré dans les émissions de ces derniers jours, on a commencé à changer les conditions, à revenir sur ce qu'on avait promis de faire, donnant l'impression qu'on cherchait en réalité à relancer la guerre. Et quand on regarde ce qu'on a frappé ici, d'après Dropsite News, ce sont les cibles qu'on a attaquées mercredi, jeudi et vendredi. En résumé, les forces américaines ont frappé 9 ponts, 2 aéroports, un nœud ferroviaire et un tunnel routier depuis mercredi. Et d'ailleurs, ce même tunnel routier, un grand, pas très loin de Bandar Abbas, a été remis en service complet en 10 heures à peine. Ce genre de choses arrive tout le temps en temps de guerre. Beaucoup de ces installations pétrolières qu'on voit souvent en flammes, ou ces ponts détruits, c'est comme ça que ça se passe pendant un conflit. Quand on touche à la production d'électricité, on l'a vu tout le temps pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, c'est pareil ici. Quand on frappe une cible, les gens se mettent à la reconstruire. Certaines choses sont plus difficiles que d'autres, comme le champ pétrolier de Paris, par exemple. Apparemment, ça va prendre quelques années pour être terminé si on arrive à intégrer cette partie-là. Donc, certaines choses sont plus compliquées à faire, mais on essaye de réparer ce qu'on peut. Vous voyez, quand un pont s'effondre, les camions contournent simplement l'endroit. L'entrée d'un tunnel est touchée, mais évidemment, on ne peut pas détruire le tunnel lui-même.
Il est sous une montagne. Mais apparemment, on a frappé les deux extrémités. Ils ont sorti des chargeuses, rien de très sophistiqué, hein. Ils ont juste dégagé les débris. Et maintenant, les tunnels fonctionnent à nouveau. C'est comme ça que ça se passe. Donc, au final, ça n'a pas vraiment un grand impact militaire. Même si ces cibles n'étaient pas civiles mais militaires, l'effet reste limité, parfois à quelques heures de perturbation seulement. Et voilà. Donc, en réalité, vous n'arrêtez rien du tout. Et toute personne qui connaît un peu les affaires militaires le comprendrait. En prenant ces mesures, on n'empêche absolument pas l'Iran de contrôler le détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre ça. Et les deux éléments que je viens de vous montrer sur certaines de nos images récentes illustrent très clairement que tout cela n'a aucun sens, du moins d'un point de vue militaire. Ce qui n'est pas insignifiant, en revanche, c'est que cela met davantage de pression sur la partie iranienne qui risque d'intensifier ses attaques. Parce que les cibles mentionnées tout à l'heure par Dropside News ne sont pas les seules. Nous avons aussi frappé une usine iranienne de dessalement et vous avez vu que près de 10 000 personnes se sont retrouvées sans eau. Je crois qu'on vous l'a déjà dit. Frapper les usines de dessalement iraniennes, c'est une chose. Je vais vous montrer une carte dans un instant pour que vous voyez où elle se trouve. Mais en Iran, seule une toute petite partie de l'eau provient du dessalement, parce qu'ils ont des montagnes et d'autres sources naturelles, des lacs, des rivières, et ainsi de suite. Donc eux, ils n'ont pas vraiment de problème. En revanche, pour tous les autres, c'est une autre histoire. Comme le souligne ici le professeur Michael Clark, il faudrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de viser les usines de dessalement iraniennes. C'est quelque chose qu'ils apprécient avoir, bien sûr, mais ce n'est pas vital parce qu'ils ont d'autres ressources. Alors que de l'autre côté du détroit d'Ormuz, la situation est un peu différente. Les Iraniens pourraient attaquer toutes les usines de dessalement tout autour de la côte du Golfe. Il y en a des centaines. Et ces usines sont essentielles pour les économies de tous les États du Golfe. On ne peut pas faire grand-chose avec de l'eau de mer. Et l'eau douce est fondamentale, non seulement pour boire, mais aussi pour l'agriculture, pour l'organisation des industries, le tourisme, pour tout en fait. La réalité, c'est que les Iraniens n'ont pas besoin d'eau dessalée, mais le Golfe, lui, en dépend. Et parmi ces centaines d'usines, 54 fournissent à elles seules 90% de toute l'eau douce utilisée dans le Golfe. Et aujourd'hui, justement aujourd'hui, les Iraniens ont attaqué une centrale électrique au Koweït, qui était aussi une usine de dessalement. Ce qui montre bien qu'ils sont prêts à le faire. Oui, c'est bien ce que ça montre. Et d'ailleurs, ça vient directement du côté iranien. Ils ont dit eux-mêmes que c'était un avertissement sur ce qu'ils pouvaient frapper. Et croyez-moi, ce dont parlait le professeur Clark, les Iraniens le savent très bien. Vous voyez, ces points bleus ici représentent la capacité de dessalement. Et on voit que l'Iran en a plusieurs, surtout le long de ses côtes. Mais encore une fois, comme je le disais, ils ont toutes ces chaînes de montagnes et tout ça, donc ils ont beaucoup d'eau ailleurs dans le pays. C'est pour ça que celles du côté iranien sont plus petites. Mais ils en ont là-bas, parce que, regardez, je vais vous montrer cette autre carte. Vous voyez sur la carte en relief, les montagnes ne commencent vraiment qu'un peu plus loin à l'intérieur. Les grandes montagnes en tout cas. Donc, dans toute cette zone autour du golfe Persique, ou du golfe arabique comme certains l'appellent, c'est là qu'ils ont besoin d'eau. Parce que c'est plus simple de faire du dessalement sur la côte que d'acheminer l'eau par canalisation ou par camion depuis d'autres régions du pays. Mais ils peuvent le faire s'ils en ont besoin. Mais on voit bien que quand on regarde ici, d'un autre côté, ce qu'on observe en Arabie Saoudite et dans toute la région, il n'y a pas d'autres points visibles.
On distingue juste quelques petits points bleus du côté iranien, plus à l'intérieur, mais rien du tout sur la partie gauche de l'écran parce qu'il n'y a pas d'autre source d'eau. Et si le professeur Clark a raison, qu'il y a une cinquantaine de cibles qui contrôlent 90% de l'eau. Laissez-moi vous montrer ça. On voit qu'il y a plusieurs zones vraiment étendues, ces grands cercles bleus. Ce sont celles qui ont la plus grande capacité. Regardez dans le coin supérieur gauche, vous voyez la capacité quotidienne en mètres cubes. Vous voyez là les plus gros points. 1 million de mètres cubes d'eau peuvent être produits. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que si vous touchez d'abord ces plus gros sites, vous mettez à mal toute la capacité du pays. Seulement 54 peuvent produire 90%. Mais si vous frappez certains de ces grands cercles bleus ici, là, on parle de problèmes énormes, vraiment énormes. Et comme vous allez le voir dans un instant, le côté iranien a clairement les yeux dessus, et ils le savent très bien. Nous devrions l'être aussi. Mais je vais vous dire qui ne semble pas s'en rendre compte. Jack Keane, lui, n'a pas l'air inquiet du tout. C'est évident que le président Trump leur a laissé autant de marge qu'on pouvait raisonnablement leur en donner. Quand on se souvient qu'on était arrivé à un cessez-le-feu le 8 avril et qu'on avait même un document signé par les deux présidents, le protocole d'accord, eh bien, le seul point vraiment acté dans ce texte concernait les détroits. Tout le reste, c'était des promesses à venir. Et en quelques jours à peine, ils ont littéralement commencé à attaquer et à prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc la décision du président, j'en ai assez, on va reprendre le contrôle des détroits par la force, c'est la bonne décision. Je sais que je l'ai déjà dit, mais là, c'est une nouvelle déclaration du général Jack Keane, et franchement, je reste perplexe. On ne peut pas être à ce point aveugle. On ne peut pas être aussi ignorant au point de ne pas voir qu'ils ont des capacités qu'ils n'ont pas encore utilisées et qu'ils ont déjà montré qu'ils pouvaient employer à une échelle bien plus large. Je vais vous passer un extrait d'une interview avec le professeur Mirandi, diffusée plus tôt aujourd'hui dans l'émission de Nima Al-Horshi. Mais dans un passage que je n'ai pas gardé, il disait, en gros, écoutez, du côté iranien, et j'ai vu d'autres personnes dire la même chose, ils ont fait bien plus que ce qu'une personne raisonnable aurait dû faire. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils l'ont fait, et apparemment, c'est pour ça que beaucoup de gens étaient en colère. Le peuple iranien était en colère contre certains de ses dirigeants parce qu'ils pensaient encore, non, peut-être qu'on peut trouver une forme d'accord. Peut-être que le camp occidental, c'est-à-dire les États-Unis, pourrait enfin, face à la réalité qui s'impose à eux, même sans aucune morale, se dire au moins, bon, dans notre propre intérêt, c'est fini, on va faire autrement. Ils se sont dit, on va retenir une partie de ce qu'on faisait, limiter certaines frappes, montrer notre capacité, mais sans aller jusqu'au bout pour garder une marge de manœuvre. On a l'impression que soit on est d'une arrogance incroyable. Vous voyez tout ce que le général Keane vient de dire. Et l'attitude qui va avec, c'est encore cette idée que nous sommes les parents et que l'Iran est un enfant récalcitrant, mal élevé et que notre patience a des limites. Il parle comme s'il était le père et que les autres, ce sont juste des gamins turbulents du quartier. Du genre, bon, je ne voulais pas en arriver là, mais visiblement, on va devoir y aller. Alors même on est sur accéléré. Et on se demande, est-ce que Jack Keane s'en rend compte? Est-ce que le président Trump s'en rend compte? Est-ce que ces hauts responsables militaires comprennent ce que je viens de vous montrer? Qu'ils frappent ces cibles, mais que ça n'a absolument aucun effet. Et certaines des cibles qu'on a touchées, Trump lui-même et Hegseth hier, ont tous les deux publié sur leurs réseaux sociaux une grande tour, une tour qui contrôle le trafic maritime. Enfin,
pas le trafic militaire, le trafic civil des pétroliers dans le Golfe. On a fait tomber ça comme si c'était un objectif majeur, un truc qui gérait des activités civiles. Mais ce n'est pas ce que l'armée utilise. Ils ont d'autres moyens ici. Donc ça ne changera rien de toute façon. Et même si on le fait, ils trouveront juste un autre moyen de communiquer. Ce n'est pas difficile à comprendre, ni pour les ponts, ni pour les tunnels. Tout ce qu'on continue de détruire, je suis sûr que c'est remis en service d'une façon ou d'une autre presque aussitôt. Donc, en réalité, on n'accomplit rien sur le plan militaire. Mais ce qu'on fait, c'est oui, voilà celui-là, merci Gary, et on s'en vante comme si c'était un exploit. Enfin, ce truc est juste là, posé. Il contrôlait le trafic des pétroliers, depuis toujours. On dit « Ah, il était utilisé par les gardiens de la révolution iranienne ». J'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Mais il servait aussi au trafic civil, pour que les navires puissent traverser la zone du Golfe en toute sécurité. C'était ça son rôle, et voilà. Donc là, on détruit encore plus de capacités, juste parce qu'on peut le faire. Mais ça n'aura aucun impact sur la guerre. En revanche, ça a un effet sur la façon dont les Iraniens perçoivent les choses. Et vous voyez, ils ont maintenant déclaré « Oubliez le protocole d'accord, c'est fini ». Et si on continue comme ça, encore quelques jours, jusqu'au début de la semaine prochaine, les gants vont tomber. Et ils vont nous montrer ce que ça veut dire du point de vue iranien. Mais laissez-moi vous montrer une autre personne qui en parle. Je crois que celle-là date d'aujourd'hui. L'amiral Howard, à la retraite, est aussi passé sur Fox News. Et si Jack Keane parlait comme un parent à un enfant qui se comporte mal, lui va parler d'une manière encore plus dure. En fait, c'est assez simple, finalement. Comment vous trouvez que les choses avancent jusqu'à présent? Excellent. Ça montre bien que l'administration peut faire tout ce qu'elle veut. Et non seulement ça affaiblit sa capacité d'action dans le Golfe, mais en plus ça souligne à quel point elle est faible face aux gardiens de la révolution iranienne. La grande inconnue maintenant, c'est ce que l'Iran va faire ensuite. Et c'est ça qui va déterminer la stratégie à venir. Est-ce qu'on va encore monter d'un cran? Moi, je pense qu'on devrait. Mais tout dépend du président. Il peut faire absolument ce qu'il veut contre l'Iran pour les forcer à céder. C'est insensé. C'est insensé. Qu'on puisse faire tout ce qu'on veut et que ça les forcerait à capituler. Sérieusement, il sort d'un coma ou quoi? Il dormait depuis le 28 février de cette année. Il n'a pas vu que, pendant 40 jours, on a essayé de les contraindre à capituler, à faire tout ce qu'on voulait, et qu'au final, tout ce qu'on a fait, c'est faire exploser des tas de choses en surface, et qu'on en a énormément souffert. Israël aussi en a énormément souffert. Il a raté cette partie-là. Il a raté les 13 Américains tués, les 400 blessés et les autres encore touchés ces derniers jours, en Jordanie et peut-être ailleurs. Il a vraiment manqué tout ça. C'est ironique. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Apparemment, il n'a pas écouté, parce que plus tard, dans cette même interview, on lui a demandé « Et la réponse iranienne alors ?» Et il a répondu « C'est rien ». Il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Oui, ils font un peu de choses par-ci par-là, mais c'est sans importance. Je pense que c'est peut-être un lapsus révélateur, parce qu'il se rend compte que nos actions offensives, elles, ne sont pas insignifiantes. En revanche, ce qu'on reçoit, ça l'est beaucoup plus. Parce que, voyez-vous, le côté iranien, lui, s'est préparé pendant 20 ans avant tout ça. Ils ont mis toutes leurs infrastructures critiques sous terre, hors de portée de tout ce qu'on possède. Nous, de notre côté, on a tout laissé en surface, là où tout peut être touché. Et il y a eu une frappe la semaine dernière. On n'a pas gardé la séquence, j'aurais bien aimé, mais vous l'avez peut-être vu. Sur l'une de nos bases qui a été visée cette semaine, un simple drone Shahid est arrivé en plein jour et a frappé une base américaine.
Et là, je me dis, franchement, on n'a littéralement aucune défense aérienne. C'est une chose si quelques missiles balistiques passent, parce qu'on sait que les PAC-3 ne peuvent pas tous les intercepter. Mais bon, même un PAC-2, les anciens modèles, et bien sûr un PAC-3, ils devraient tous pouvoir les abattre. On devrait être capable de toucher chaque drone qui arrive. Mais on ne l'a pas fait. En plein jour, ça a frappé directement nos installations là-bas. Et lui, il veut encore dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et bien sûr, le président Trump regarde Fox News. Il écoute ce genre de discours et ça nourrit son ego. Donc c'est un peu ce qu'il a envie de faire. D'ailleurs, je l'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, le professeur Morandi était avec Nima Al-Horshid et il disait qu'il vaudrait peut-être mieux reconsidérer cette idée. D'après ce qu'on entend du côté iranien, les Iraniens vont commencer à frapper plus fort. De plus en plus, ils vont viser des infrastructures critiques, parce que les Américains frappent les infrastructures critiques iraniennes, et les Iraniens veulent s'assurer qu'ils ne s'en sortent pas impunément. Il faut bien se rappeler que l'Iran n'a pas commencé la guerre. L'Iran n'a pas relancé la guerre, et l'Iran n'a pas initié l'escalade. Mais l'Iran l'a répété à plusieurs reprises, et je l'ai dit moi-même pendant les 40 jours de guerre, la guerre du Ramadan. Si ce conflit s'intensifie, ces pays seront détruits. C'est une déclaration assez forte, surtout la dernière partie, quand on dit que ces pays seront détruits. Pas simplement frappés, mais détruits. Alors, quelles sont les deux choses qu'on peut frapper pour les détruire? La première, c'est sur le plan financier. On peut viser leur infrastructure pétrolière, leur infrastructure de gaz naturel, parce que toute leur économie en dépend. Et la deuxième, de manière plus physique, c'est de s'en prendre aux usines de dessalement de l'eau. Parce que ces pays ne peuvent littéralement pas survivre sans eau. Quelle que soit la quantité d'eau qu'ils ont en réserve en ce moment. Si on s'attaque à ces gros points que je vous ai montrés tout à l'heure sur la carte, là où le côté iranien a son eau, là où les pays arabes ont la leur, on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative possible. On parle de millions de personnes qui dépendent de ça chaque jour. Si on détruit ces infrastructures, on peut littéralement anéantir le pays. Si on s'en prend à la fois à leur pétrole et à leur eau, on peut complètement détruire leur structure. Tout simplement. Est-ce que ces gens ne se rendent pas compte? Les Jack Keane, les amiraux Howard, les amiraux Cooper, les généraux Keane, les secrétaires Hegseth, est-ce qu'ils comprennent vraiment à quoi ils jouent? On joue avec le feu. L'Iran a déjà montré qu'il pouvait frapper ses cibles. Ils viennent de le prouver en touchant une usine de dessalement d'eau au Koweït. On n'a pas pu l'empêcher. On n'a même pas réussi à arrêter un fichu drone Shahed, alors oubliez un missile balistique, même sur notre propre base. Et tout ce que l'Iran a à faire maintenant, c'est d'inonder la zone avec un grand nombre de drones, un grand nombre de missiles balistiques, et on ne pourra pas les arrêter. Donc s'ils veulent frapper ces cibles, le pétrole ou l'eau, ils vont les frapper. Je ne sais pas si on est aveugle à ça, ou si d'une certaine manière on l'accepte et qu'on essaye même de pousser l'Iran à faire exactement ça. Je n'en sais rien. C'est une voie vraiment sombre, très sombre, celle qu'on emprunte en faisant ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit moins grave que le chemin d'ignorance sur lequel on s'engage déjà. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a une autre voie, celle que le professeur Morandi a mentionnée tout à l'heure. Nous aussi d'ailleurs. Mais il y avait encore une chose, en plus de tout ça, que l'Iran pourrait faire et que le professeur Clark a également évoqué dans son analyse. La deuxième chose qu'ils ont, c'est le détroit de Bab el-Mandeb. Les Houthis ont déjà montré, il y a un an, qu'ils pouvaient fermer ce détroit en attaquant les navires qui y passent. Ils pourraient très bien le refaire. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait, mais ils s'y préparent. Et plus encore,
Les Houthis collaborent avec Al-Shabaab en Somalie. Depuis un an, le groupe djihadiste somalien discute avec eux. On sait que les Houthis leur ont fourni des drones, notamment le drone Samad, et des drones à vue à la première personne. Ils leur ont aussi appris à s'en servir. Donc, si Téhéran donne l'ordre aux Houthis et que les Houthis coopèrent avec Al-Shabaab en Somalie, ils peuvent rendre toute cette zone au sud de la mer Rouge et une partie de la mer d'Arabie extrêmement dangereuse. Ils pourraient fermer le détroit de Bab el-Mandeb, mais aussi celui d'Ormuz. Et l'un des autres points évoqués par le professeur Morandi, je vous recommande vraiment d'aller écouter cette intervention si vous voulez comprendre où en est la pensée iranienne aujourd'hui, c'est qu'il est, de toute évidence, très étroitement lié à l'équipe de négociation à Téhéran. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils l'ont fait intervenir sur pratiquement toutes les chaînes de télévision, au Moyen-Orient comme en Europe, pour que les gens sachent ce qui se passe. Ils veulent faire passer leur message. Donc oui, il est vraiment bien connecté. Il a aussi parlé non seulement des Houthis et du groupe présent en Somalie, mais il a souligné qu'il existe en Irak une capacité importante et en pleine expansion. Oui, en Irak. Il a précisé qu'il y a au moins parmi ces groupes une organisation appelée Kataeb Hezbollah, à ne pas confondre avec le Hezbollah libanais. Ce sont bien deux groupes distincts. Ils partagent juste une partie du nom, c'est tout. Mais il a dit, écoute, ils ne sont plus sous sanction depuis longtemps. Ils n'ont pas été attaqués non plus. Et il a ajouté qu'ils sont plus nombreux, mieux financés et mieux armés, même que le Hezbollah au Liban. Donc selon lui, ils pourraient aussi être activés et ouvrir un nouveau front ici. Il y a des rumeurs qui circulent sur un nouveau front, encore une fois, ce qui est insensé. Franchement, c'est complètement fou. Mais certaines personnes en parlent quand même. Peut-être qu'on pourrait impliquer les Kurdes en Irak, qu'ils se joignent à tout ça, ainsi que d'autres groupes mécontents, comme les Moudjahidines du peuple, ce groupe anti-iranien qu'on qualifiait autrefois d'organisation terroriste. Et maintenant, je ne sais pas, j'imagine qu'on les soutient. John Bolton, c'est clairement un de leurs grands amis. Mais maintenant, on entend à nouveau dire, eh bien peut-être qu'on pourrait revenir à tout ça, les utiliser comme force au sol, qu'ils attaquent depuis le nord-est et commencent à avancer. Et ensuite, peut-être qu'on pourrait envoyer quelques soldats américains dans le Golfe, pendant que l'Iran est occupé là-bas, et qu'ils pourraient remonter par ici. Et les Iraniens répondent, oui, on est parfaitement au courant. En fait, certains commentaires récents disent même, on le souhaite, on le désire. Rien ne nous rendrait plus heureux que de vous voir envoyer des troupes au sol, parce qu'on les laissera atterrir, on les laissera entrer sur le territoire, et ensuite, on les pulvérisera méthodiquement, un par un. Encore une fois, même si vous êtes un tout jeune sous-lieutenant ou un simple soldat, vous pouvez probablement regarder cette carte et comprendre d'où une attaque pourrait venir. Si vous regardez vers le nord-est, dans le coin supérieur gauche, c'est de là que certains Kurdes pourraient arriver. Ou bien, regardez le long de la côte. On peut débarquer parce qu'on voit un peu de vert à cet endroit. Ça veut dire que ce sont des zones de basse altitude, pas très différentes de l'Irak. Donc si vous arrivez à faire survivre vos navires jusqu'à un point de débarquement là-bas, c'est possible. Mais ensuite, tout ce qui vient de n'importe quelle direction doit traverser ces montagnes difficiles, et ce serait du suicide pour n'importe quelle force terrestre. Surtout si c'est juste un groupe un peu désorganisé, comme certains Kurdes ou d'autres. Ils peuvent très bien se battre au Kurdistan, ou dans certaines zones de Syrie où ils étaient déjà auparavant. Ils peuvent se battre dans certaines de ces zones locales, oui. Mais là, on parle d'attaquer à travers des montagnes. Et dans ce genre de terrain, tous les avantages sont du côté de la défense. Ce serait du suicide pour une infanterie qui n'est même pas une armée professionnelle, pas un véritable État doté de toutes les capacités nécessaires.
les blindés, l'infanterie mécanisée, l'artillerie, les drones, les forces de frappe, l'aviation, les missiles, tout ça. Même si vous aviez tout ça, comme les forces américaines ou celles de l'OTAN, il faudrait être complètement fou pour tenter une telle opération. Vous seriez littéralement broyé, parce que les défenseurs peuvent se protéger contre la plupart de ces moyens. Il faut passer par des couloirs extrêmement étroits, vous voyez, entre certaines montagnes, dans des passages rocheux très resserrés. Et il n'y a tout simplement pas moyen d'y échapper. Donc là, on tire juste sur des canards. C'est pour ça qu'ils disent « Allez les canards, venez ». Nous, on serait ravis, parce que c'est aussi leur terrain. Ils se battraient pour ça. Et ça, c'est dur. En plus, ils savent exactement où sont les points d'étranglement, les zones les plus vulnérables. Nous, on va avancer à l'aveugle. On pourra faire un peu de reconnaissance, mais personne ne connaîtra le terrain comme eux. Personne n'aura préparé les lieux, les embuscades, ni ne saura comment nous écraser. C'est de la folie. C'est du suicide de faire ça. Je prie pour que ce ne soit qu'un délire ou une idée stupide de quelqu'un qui croit que ça va faire peur à l'Iran. Franchement, eux, ils en seraient presque jaloux. Et ils espèrent vraiment que ça arrive, parce que dans ce cas, ils pourraient littéralement détruire notre armée et il ne resterait plus rien. C'est pour ça qu'ils veulent le faire. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on le fasse. Bien sûr, ils subiraient aussi des pertes, ça ne fait aucun doute. Mais malgré tout, ils pourraient nous infliger une véritable défaite militaire si on tentait quelque chose d'aussi insensé. On n'était même pas aussi fous pendant la guerre du Vietnam. Je veux dire, à l'époque, on ne se battait que là où on avait un certain avantage, ou au moins une capacité à ne pas se faire piéger. La jungle, c'était déjà assez difficile, mais c'était dur pour tout le monde. Là, ce serait surtout difficile pour la force qui attaque, parce que c'est une tâche militaire bien plus compliquée encore que de combattre dans la jungle. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Mais au fond, le problème, c'est qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre ici. On n'a aucun avantage, malgré ce qu'a dit le général Keane, malgré ce que dit l'amiral Howard, malgré ce que semble penser le président Trump, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Eh bien non, on ne peut pas, mes amis. On ne peut pas. Voilà pour ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. On verra bien où tout ça nous mène. Encore une chose sur cette phase actuelle, mais sur un autre sujet, avant même de parler de certaines des bonnes nouvelles qu'on a eues cette semaine. C'est à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans la nuit, il y a eu une attaque du côté ukrainien en territoire russe contre ce qu'on appelle le site Wildberries, près de Moscou. C'est un peu comme une livraison Amazon, un centre de distribution, ce genre de choses. Zelensky, je crois que c'est lui qui a publié les vidéos que vous regardez en ce moment, a posté bien sûr qu'il avait complètement détruit cet endroit avant de partir. Il y avait plusieurs cibles. Je pense que 3 cibles différentes ont été touchées. Et regardez certaines d'entre elles. Je veux dire, regardez ça. Ce ne sont pas des nuages, les amis. C'est la fumée de ces incendies qui brûlaient. Vous voyez ça? C'est énorme. On ne peut pas cacher ça. Ça va rendre beaucoup de gens en Russie encore plus en colère. Et ça va rendre Zelensky très heureux, au moins pour aujourd'hui. Mais la question c'est, où tout ça va-t-il mener? Parce que voyez-vous, la Russie parle déjà, et elle en parle depuis un moment. On a vu à la fois Lavrov et le président Poutine dire que peut-être il est temps de porter tout ça du côté européen. Maintenant, il faut bien comprendre que Zelensky à lui seul n'a pas la capacité de mener ce genre de frappe jusqu'à Moscou. Il s'en vantait dans ses interventions en parlant de la distance parcourue, du temps que ça a pris. Et bien sûr, le camp ukrainien fait beaucoup. Ils produisent énormément. Mais sans les composants électroniques, sans le ciblage, sans les images satellites, sans le renseignement venant de l'Ouest, ça n'arriverait jamais. Et une partie
partie de tout ça, ça veut dire les États-Unis. Ça veut dire la Grande-Bretagne, ça veut dire la France, ça veut dire l'Allemagne, et ainsi de suite. Et c'est tout ce que ça va faire. D'abord, il y avait presque certainement du matériel militaire dans ce transport. C'était pas seulement du matériel civil. Mais ça, c'est quelque chose qui va toucher les Russes de l'autre côté des frontières. Ils ne vont plus pouvoir recevoir les colis et les produits qu'ils ont commandés. Et ça va les énerver. Ça va pas leur causer de vrais torts, mais ça va vraiment les mettre en colère. Et qu'est-ce que font les gens quand quelque chose explose dans leur pays? Ils vont faire pression sur Poutine pour qu'il réagisse. Même ces frappes sur les raffineries, qui provoquent d'énormes panaches de fumée, comme on l'a vu récemment à Saint-Pétersbourg, ou encore certaines attaques à Moscou, tout ça rend le peuple russe de plus en plus en colère. Et ça pousse de plus en plus à vouloir porter le combat en Europe de l'Ouest, sans le soutien de laquelle l'Ukraine ne pourrait pas faire ce que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est l'un des grands enjeux. Alors, si le président Poutine subit des pressions à cause de ça, il y a eu autre chose aujourd'hui. Un événement qui, à mon avis, va attirer encore plus d'attention. Et c'est quelque chose qui va sembler vraiment dur. Il y a eu une rencontre entre Friedrich Merz d'Allemagne et Emmanuel Macron de France. Et ils vont parler d'un sujet, dans cet extrait, qui n'était pas du tout sur mon radar jusqu'à présent, mais je peux vous assurer qu'il l'est désormais sur celui de Moscou. Et j'ai reçu de la part du chef de l'État français une proposition pour réfléchir ensemble à cette question de la dissuasion nucléaire, peut-être pour la première fois dans l'histoire. Il y a déjà eu une offre de Charles de Gaulle à la République fédérale d'Allemagne d'étendre le parapluie nucléaire aussi au territoire allemand. L'Allemagne ne l'a jamais accepté. Et à l'époque, ce n'était pas nécessaire, parce que nous vivions dans un autre monde. Mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui exige de nouvelles réponses. Et pour la première fois, nous allons maintenant participer à un tel exercice, de manière conventionnelle, afin de voir où nous pouvons atteindre des objectifs communs, à savoir une meilleure dissuasion en Europe. Et cela restera complémentaire à ce que nous faisons déjà ensemble, l'Allemagne et la France, dans le cadre de la participation nucléaire, y compris au sein de l'alliance de l'OTAN. Alors, ce qu'ils disent, c'est écoutez, à l'époque, le président français Charles de Gaulle avait proposé de donner à ce qui était alors l'Allemagne de l'Ouest une sorte de parapluie nucléaire. Et comme il y avait l'Allemagne de l'Est juste à la frontière, ils étaient littéralement en première ligne de la division Est-Ouest. Les Allemands ont répondu « Non, je ne pense pas. On préfère rester sous le parapluie américain. On ne veut surtout pas créer de tension. » Donc, pour toutes sortes de raisons, ils ont dit non à l'époque. Et maintenant, tout à coup, on a le président français et le chancelier allemand qui disent « Peut-être qu'aujourd'hui, on peut le faire. Peut-être qu'on peut envisager cette dissuasion nucléaire commune. » Donc, le parapluie nucléaire de la France ne couvrira plus seulement son propre territoire, il s'étendra vers l'Est pour inclure l'Allemagne. L'Allemagne, d'ailleurs, a déjà envoyé une partie de ses troupes terrestres conventionnelles dans les pays baltes, une brigade blindée. Apparemment, elle prévoit d'y déployer, à terme, jusqu'à une division blindée. Son objectif, bien sûr, c'est de constituer la plus grande force conventionnelle du continent. C'est ce qu'elle vise. Il parle même de se préparer à une guerre avec la Russie autour de 2030. Alors, selon vous, qu'est-ce qui va se passer à Moscou? Vous pensez que, premièrement, Moscou va se dire « Comment ça ?» Ils vont s'allier sur le plan nucléaire avec la France, et en plus, ils vont se rapprocher. Waouh! Bon, alors on devrait tout arrêter, se planquer, conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, juste geler la situation sur la ligne de front actuelle.
Et franchement, j'espère qu'ils ne feront rien. Ça, c'est l'option A. Ou bien option B. Tu crois vraiment qu'ils vont dire « oui, d'accord, comme vous voulez » ? Non, ils vont plutôt répondre « absolument pas » et t'expliquer à quel point c'est une idée désastreuse. La Russie, c'est la plus grande puissance nucléaire de la planète, plus que les États-Unis. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que la France, avec ses capacités nucléaires bien plus modestes et son nombre limité d'armes, en les étendant à l'Allemagne, va faire peur à Moscou? La seule chose que ça pourrait provoquer, c'est que Moscou se dise qu'il n'y a plus aucune raison de retenir le feu. En ne faisant rien, cet empiètement, qui a commencé avec l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, en est maintenant à parler d'infrastructures militaires physiques qui avancent encore plus à l'Est. Des forces venues d'Allemagne se déplacent vers l'Est, elles grossissent, et il est prévu qu'elles continuent de croître avec le temps. Alors, la Russie devrait-elle simplement rester là, regarder tout ça se dérouler et ne rien faire, ou bien agir dès maintenant? On peut comprendre si on met de côté son appartenance nationale, peu importe le pays d'où on regarde, et qu'on se place simplement sur un plan humain. Que ferait le camp A avec ses capacités face au camp B, qui a les siennes et des alliances militaires ailleurs? Qu'est-ce que le camp A ferait si le camp B commençait à faire ce que font les Français et les Allemands, à savoir une expansion à la fois conventionnelle et nucléaire? Ce n'est pas compliqué à comprendre, les amis. On met de plus en plus la Russie dans une situation où elle va devoir agir, probablement plus tôt que tard. Elle ne va pas attendre que les choses s'aggravent. Elle ne va pas attendre qu'elles deviennent opérationnelles, parce que ce serait stupide à mon avis, surtout avec la pression que Zelensky continue d'exercer régulièrement en ce moment. La Russie tire depuis longtemps des missiles longue portée, des drones et tout le reste sur l'Ukraine, causant énormément de dégâts. Mais ce n'est pas suffisant pour la faire sortir de la guerre. Et les frappes ukrainiennes, elles non plus, ne feront jamais sortir la Russie du conflit. Elles vont les agacer, elles vont les mettre en colère, elles vont les pousser à réagir, un peu comme on l'a vu avec les Iraniens. Ça va les pousser à chercher des itinéraires de contournement, des méthodes alternatives, d'autres moyens, et à déplacer leurs installations ailleurs. Ils vont continuer à travailler sur leur défense aérienne. C'est un pays immense. On ne peut pas tout défendre. Aucun pays n'est conçu pour que tout son territoire, toutes ses entreprises civiles, soient protégées par une défense aérienne de premier plan. C'est tout simplement impossible. C'est pour ça que le renseignement venu des États-Unis est si crucial, tout comme celui d'Europe de l'Ouest. Grâce à ces informations, ils peuvent repérer où se trouvent les défenses et où il n'y en a pas encore pour orienter leurs frappes. Et c'est précisément pour ça que les Russes sont aussi en colère. Mais il n'y en a pas tant que ça, parce que la Russie continue d'améliorer sa défense aérienne dans tout le pays. Et comme c'est un territoire immense, même quand des frappes comme celle-ci se produisent, sur les usines de retraitement ou les raffineries de pétrole par exemple, eh bien, quand elles sont touchées, ils commencent à les réparer, mais ils ont aussi des alternatives. Ils ont des stocks, des réserves, et ils peuvent contourner le problème. Mais combien de temps pensez-vous qu'ils vont simplement encaisser ces missiles, ces drones, ces frappes destructrices, et maintenant regarder tout ça sous un parapluie nucléaire? D'abord, c'était une alliance militaire, l'OTAN. Maintenant, c'est un parapluie nucléaire qui avance toujours plus vers l'Est. Ça ne va pas bien se terminer pour notre camp. Ça n'apportera ni paix, ni sécurité à l'Allemagne, et ça ne donnera pas plus de pouvoir à la France. Si on y réfléchit bien, ça risque surtout de mettre une énorme cible rouge sur l'Allemagne et d'inciter la Russie à attaquer, pas de la dissuader. Cela pourrait même provoquer une attaque de la Russie. Et bien sûr, à ce moment-là, on pourrait se retrouver dans une guerre mondiale.
Alors, regardons un peu tout ce dont on a parlé ce matin. Au Moyen-Orient, on est peut-être sur le point, à cause d'actions américaines vraiment imprudentes contre l'Iran, de pousser l'Iran à intensifier ce qu'il fait et à élargir les cibles qu'il compte frapper. Ces cibles pourraient inclure des usines de dessalement, des infrastructures énergétiques dans nos pays du Golfe, sur lesquelles repose une grande partie de l'économie mondiale pour assurer un approvisionnement suffisant. Cet approvisionnement est déjà perturbé, mais il pourrait être durablement endommagé, voire subir des dégâts à long terme. Et tout cela pourrait s'étendre jusqu'au détroit de Bab el-Mandeb et au-delà. Tout ça pourrait vraiment dévaster l'économie mondiale. Et puis ici, en Europe, on voit les puissances européennes littéralement mettre le doigt sur la poitrine de la Russie en disant « Vas-y, je te défie de faire quelque chose. Je sais, on en parle, on lit là-dessus depuis des mois, je sais tout ça. Mais là, on passe à l'action, encore plus. On met maintenant 2 doigts dans sa poitrine et on dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» C'est exactement ce qu'on fait. Et à un moment, la Russie va réagir. Tout comme apparemment on est en train d'y arriver, l'Iran va finir par réagir aussi. Et là, on verra vraiment où on en est avec nos puissances nationales. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous assommer avec des pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous.